Bonjour Eddy Jacquemart. Bonjour. Merci Eddy d'avoir accepté mon invitation. Eddy, tu es le président de la CNL, la Confédération nationale du logement. La CNL, c'est la première association de France de défense des habitants. Il y a quelques semaines, vous avez organisé le congrès des habitants pour lequel Regard est d'ailleurs partenaire. J'ai une première question pour toi, le logement. C'est quand même le budget numéro un des Français, des ménages. Il pèse beaucoup sur le pouvoir d'achat, de plus en plus même. Pourquoi ce thème ne s'impose pas dans la campagne électorale, la campagne présidentielle à venir? Oui, c'est très surprenant parce qu'en fait, dans la situation actuelle, notamment avec le pouvoir d'achat qui est en jeu, ça devrait être un réflexe. Et c'est vrai que cette question, elle n'apparaît pas. Et parce qu'on pense que c'est une dépense peut-être contrainte et que on peut pas faire autrement. Mais moi, je pense qu'on peut faire autrement. D'ailleurs, nos administrateurs actuellement qui siègent dans les conseils d'administration sont en train de voter contre les augmentations de loyers pour l'année prochaine, hein. On est quand même au minimum à 0,42 d'augmentation, ce qui est quand même beaucoup pour une famille qui s'est vue en plus souvent privée quelquefois d'APL, avec toutes les dépenses supplémentaires liées à l'énergie, l'alimentation maintenant, le carburant. Enfin, vous dire, ça rajoute sur le couvercle, quoi, Ouais. hein, voilà. Donc c'est compliqué. Comment on pense une politique du logement? C'est quoi la bonne échelle pour penser une politique du logement? Bah, je pense que la bonne échelle, c'est d'abord qu'il y ait une force régalienne de l'État importante. L'État, il doit prendre ses responsabilités en tant que financeur et en tant que, je dirais, facilitateur de trouver du foncier pour les opérateurs qui veulent s'engager dans des opérations de construction. Mais aussi, l'État doit veiller au respect d'une loi fondamentale qui a été votée maintenant depuis bien longtemps, c'est la loi SRU, Ouais, on va y qui a été revenir. Ouais. votée en 2000, hein, et l'État, il doit être censeur des maires qui ne respectent pas cette loi. La CNL propose la création, je crois, de 250 000 logements par an. Je crois qu'on est loin du compte. Mais comment vous établissez ce diagnostic de 250 000 logements? Pour nous, c'est assez simple. On considère qu'il y a, enfin, les chiffres officiels, c'est 2 millions de demandeurs de logements sociaux en France. Donc, il y a 2 millions de demandeurs, même si on nous dit qu'il y a des doublons, etc. Mais ce chiffre, il est à mon avis avéré. Il y a beaucoup de gens qui attendent un logement social parce que ça représente quelque chose pour les populations, pour la population. 2 millions si on divise par 10, Ouais. ça fait 220 000 par an. Donc on a plus la poussée démographique. Les 250 000, c'est pas un chiffre qui est complètement déconnecté de la réalité et de la réalité des besoins des habitants. Le gouvernement a annoncé, en tout cas, il a présenté il y a quelques jours un dispositif simplifié pour les rénovations énergétiques des particuliers afin de mieux les accompagner. On estime qu'il y a, je crois, 4,8 millions de passoires thermiques, des logements en grande partie occupés par les plus modestes en plus. On va y revenir, mais d'abord, c'est quoi le bilan d'Emmanuel Macron en matière de logement? Bah, c'est un bilan qui est quand même catastrophique. C'est une grande organisation du monopoly du logement. C'est-à-dire on a appuyé sur le libéralisme et sur le logement marchandise plutôt que le logement droit. Donc on n'a pas du tout progressé en termes de droits des habitants, de droits des locataires, de droits des accédants. C'est surtout un désengagement financier mais majeur de l'État comme on n'a jamais connu, même si nous on le dénonce depuis des années, mais là c'est vraiment, on a marqué le pas, on a marqué un tournant. Je crois qu'au début du quinquennat, il n'y avait même pas de ministre du logement, c'était regroupé sous un grand ministère qui n'aimait Voilà. pas le logement d'ailleurs. Donc déjà c'était, on a oublié le logement. On avait d'ailleurs fait une réaction là-dessus quand il y avait la nomination du premier gouvernement. Mais je crois aussi surtout, faut pas oublier un message fort que Emmanuel Macron a donné aux habitants et en juillet 2017. Donc c'est vraiment tout à fait au début de son quinquennat et il a annoncé donc la baisse de 5 euros d'APL pour tous les allocataires. Donc, au-delà du chiffre, qui est quand même un chiffre 5 euros pour les personnes les plus pauvres, c'est beaucoup, mais ça voulait dire, c'était un message politique en disant, moi, je m'attaque aux assistés et je m'attaque aux plus pauvres. C'était ça le message. Et on a vu après la ponction avec la réduction de loyer de solidarité, la ponction en septembre Ouais. 2017, hein, sur les HLM. Voilà, donc je veux dire, c'est un bilan catastrophique. Il a bouleversé
l'organisation du logement social en France. Et je dirais, il a fait les prémices d'une privatisation à terme du logement social. Faut pas se leurrer. Ce qui s'est passé pendant ce quinquennat, c'est un pas en avant vers la privatisation qui arrivera si les mesures de ce gouvernement perdurent encore 5 ans. Et rapidement, sur cette privatisation que tu évoques, c'est quoi les conséquences? Ça veut dire que c'est le privé qui va décider de où vont les logements, combien de logements, le prix des loyers, c'est ça qui se passe? C'est possiblement une augmentation des loyers, une baisse des... Oui, il va y avoir du déconventionnement du parc social avec, je dirais, des loyers plus chers pour certaines catégories de personnes. Et en fait, on va essayer de... enfin, ce que veut faire Macron, en fait, c'est de réserver le parc social, ce qu'on appelle le parc social résiduel, donc pour les plus pauvres, et d'organiser le Monopoly du logement, je reprends ce terme parce que je trouve qu'il est assez explicite pour les auditeurs, en disant, ben voilà, maintenant, il va y avoir ceux qui vont pouvoir acheter des appartements avec des dispositifs d'aide fiscale, et on va continuer à mettre sur les présentoirs des banques des produits Hmm. de placement sur le logement. Et ça veut dire qu'en effet, on va donner on va privilégier la rente foncière par rapport au bien commun, en fait. Sur les passoires thermiques, le gouvernement avait annoncé 2 milliards d'euros pour MaPrimeRénov'. 500 000 dossiers ont été déposés en 2021. C'est bien, peut mieux faire. Non, c'est pas mal. Et puis c'est vrai que ça correspond à un besoin notamment des petits propriétaires occupants qui se retrouvent dans des situations très compliquées pour pouvoir rester chez eux à des prix abordables au niveau de la consommation de l'énergie. Donc je pense que c'est pas mal. C'est un dispositif qui a bien marché pour le coup. Encore un mot sur la politique du logement, à l'heure justement de la crise climatique et des enjeux environnementaux. Qu'est-ce qu'on fait? On densifie ou on poursuit l'étalement urbain? Alors, c'est une question éminemment politique, hein, puisque je pense qu'il faut qu'on soit conscient que la densification, c'est écologique. C'est-à-dire que si on continue à vouloir construire le logement en dehors des villes, en dehors des grosses agglomérations, on va continuer à prendre sur les terres agricoles, on va continuer à avoir des besoins en termes de véhicules, parce que souvent les transports ne sont pas adaptés. Hein, moi, je vois bien, j'habite en région lilloise, j'habite à Lille, et on voit bien que dès l'instant qu'on sort de la métropole ou à quelques kilomètres, ça devient compliqué et les gens viennent travailler à Lille en voiture. Et donc, du coup, l'étalement urbain, c'est vraiment pas une bonne solution. Donc, je crois que la densification, ça permet justement de concentrer les habitations avec les moyens de transport et avec d'être au plus près des lieux de consommation, des lieux de travail. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, je pense. Densification, ça rime avec tour nécessairement, obligatoirement. Tour ou alors ce qu'on appelle le comblement des dents creuses. C'est-à-dire que quand vous avez sur des immeubles qui sont construits et qu'il y a des trous, ça peut être le comblement de ces trous, ce qu'on appelle les dents creuses. Ça peut être intéressant justement d'avoir cette densification. Et les tours, oui, pourquoi pas des tours. C'est pas quelque chose qui est forcément pas joli, quoi. Hmm. La ministre du Logement, Emmanuel Vargon, a déclaré que la maison individuelle était un non-sens écologique. Ça veut dire que c'en est fini des habitations individuelles, les maisons, le rêve ce qui a pu être à un moment donné un rêve français d'avoir sa maison, son pavillon, Ah quand ben, il les est, classes moyennes ont quitté justement les grands ensembles pour avoir leur petit pavillon. alors bah oui, ça c'était le grand rêve de Valéry Giscard d'Estaing, hein, puisque hein, il avait écrit un livre là-dessus. Il rêvait d'une France de propriétaires. Donc je crois que Emmanuel Vargon se trompe parce que je crois que on a tellement ancré ça dans la tête des Français que je crois qu'il y a beaucoup de Français qui aspirent à cette maison individuelle. Donc je pense qu'elle se trompe et je pense qu'on n'est pas, on est loin d'arriver à ce schéma de logement collectif où on peut partager davantage les choses. Hein. Il y a les Allemands notamment, ils ont fait beaucoup de choses assez originales là-dessus, où ils ont des cuisines partagées, des Oui. chambres d'amis partagées, etc. Et c'est vrai que à mon avis, c'est l'avenir. Mais je crois qu'on en est très loin pour l'instant. Je parlais des grands ensembles, justement, beaucoup de ces logements ont été construits dans les années 60, des logements qui sont souvent plus adaptés d'ailleurs au mode de vie
des ménages. Qu'est-ce qu'on fait de ces logements? On les rase, on construit. C'est quoi la solution? Bah, la solution, c'est d'essayer de les sauvegarder au maximum parce qu'il y a quand même des bâtis qui sont intéressants. Et On rénove alors plutôt. pardon? On rénove plutôt alors. On rénove, voilà. On rénove, on transforme. On peut très bien, par exemple, il y a des endroits, parce qu'à l'époque, on construisait des petits logements. Il faut quand même savoir qu'il y a quelquefois des F4 qui sont sur des surfaces de 65 mètres carrés, quoi. Donc, c'est des toutes petites chambres. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'agrandir ces appartements, de décloisonner Hmm. et d'avoir des appartements qui sont plus adaptés aujourd'hui à la vie moderne et aux besoins des habitants. On pointe souvent du doigt l'absence de mixité dans l'aménagement urbain. On crée des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Des ghettos de pauvres, ça donne d'un côté la Seine-Saint-Denis et de l'autre les Hauts-de-Seine, Saint-Denis et Neuilly. Comment on sort de cette France-là? Eh bien, on respecte la loi SRU. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a une mauvaise idée du gouvernement qui veut pénaliser les maires qui construiraient plus de 40% de logements sociaux. Et moi, j'ai dit qu'il faut pénaliser les maires qui ne veulent pas en construire. Et je veux dire, Ça fait des années qu'on dit qu'il faut pénaliser les maires, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour autant qu'à Neuilly, on construit plus de logements sociaux. ben non, il faut les obliger, il faut les contraindre et il faut les rendre inéligibles. C'est-à-dire que nous, on a une proposition de la CNL, c'est le permis à points pour les maires. C'est-à-dire au bout de plusieurs années, quand on n'a pas fait, on n'a pas respecté la loi SRU, on perd ses points et on finit son mandat en ne pouvant plus se représenter devant les électeurs. Parce que ce qui se passe actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en fait, des élus, des maires préfèrent payer des amendes plutôt que de construire du logement social, c'est ça? Voilà, ils payent les amendes avec l'argent des contribuables. Mais en même temps, ils ont aussi été élus quelquefois en faisant campagne en disant qu'ils n'allaient pas construire du logement social. Donc c'est très compliqué. Mais je pense que là, justement, on parlait tout à l'heure du rôle de l'État. L'État, là, il doit intervenir et il doit obliger ces maires à construire de façon contraignante pour que on ait au sein de la République une égalité partout. Parce que je rappelle, égalité, fraternité, il faut que ça se vive au quotidien. Et la loi SRU, c'est un bel outil qu'il faut pas abîmer. Et moi, on reste toujours très inquiet puisque là, actuellement, il y a encore des discussions parlementaires là sur cette loi SRU et on est très très inquiet des coups de canif qu'on a déjà mis dedans, même si on l'a renforcé dans le précédent mandat avec notamment Madame Duflot qui a augmenté le pourcentage. Mais dès qu'il y a un gouvernement conservateur ou libéral qui vient au pouvoir, c'est les petits coups de canif, tout en disant qu'ils veulent absolument la maintenir. Alors voilà, donc c'est un peu le paradoxe. J'en avais parlé lors de la table ronde que tu avais organisée, enfin que la CNL avait organisée sur le fameux congrès des habitants. J'ai commencé cet entretien en te disant qu'il n'y avait pas beaucoup de propositions, en tout cas que c'était pas un sujet qui arrivait sur l'espace public des débats, alors que le logement est quand même un souci majeur des ménages et des Français. Mais il y a une proposition qui moi m'avait interpellé, c'était celle d'Arnaud Montebourg qui avait fait cette proposition de réquisitionner le million de logements vides partout en France et notamment en milieu rural. Et il propose de le donner gratuitement à ceux et celles qui s'engageraient à y vivre durablement. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, c'est une idée qui, à mon avis, est compliquée à mettre en œuvre, dans la mesure où il faut raisonner en bassin d'emploi, parce qu'on ne peut pas déplacer les populations S'il n'y a pas l'emploi. s'il n'y a pas d'emploi. Donc, ça ne pourrait concerner que éventuellement des personnes retraitées. Et je vais dire que si c'est pour refaire des ghettos avec que des personnes âgées dans des endroits où il n'y aura pas forcément les infrastructures de médicales ou Les de services transport, les publics. services publics, voilà. Donc, je pense que l'idée, je l'avais dit, elle n'est pas forcément à mettre aux oubliettes ou à la poubelle, mais par contre, sur la mise en œuvre, je pense que ça va être compliqué quand même. J'ai pas été sur le terrain des loyers. On en a parlé rapidement, mais cette question me vient à l'esprit alors que j'aurais dû te la poser plus tôt. Mais c'est quoi le bilan de la maîtrise des loyers, enfin du comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, L'encadrement des l'encadrement des loyers. loyers. Voilà. Quel bilan la CNL fait de ces expérimentations qui ont été faites? Alors, je dirais, pour résumer, je dirais c'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant. Parce qu'on voit bien que les loyers, ils ont augmenté en 10 ans, ils ont augmenté de façon phénoménale dans ce pays, et notamment dans les zones tendues. Donc c'est lié aussi à l'organisation de la spéculation et à l'organisation de l'offre qui est limitée de logements abordables. Et donc je pense que
cette mesure d'encadrement des loyers n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait geler les loyers de façon étatique. Là aussi, l'État peut intervenir. Et je C'est le pense, législateur qui doit intervenir là-dessus ou ah c'est... oui, Oui. moi je pense qu'il faut prendre le ministre du Logement, Madame Bargon, elle prend son stylo et elle prend un arrêté de gel des loyers avec toutes les conséquences que ça a éventuellement de compensation auprès des propriétaires, qu'ils soient sociaux ou privés. Mais je pense qu'en plus dans cette question en ce moment de pouvoir d'achat, hein, tout le monde parle du pouvoir d'achat, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et je crois que de dire par exemple de geler les loyers pour l'année 2022, déjà pour 2022, je pense que ça serait intéressant, en sachant qu'il faut évidemment peut-être compenser le manque à gagner pour les bailleurs, évidemment. Mais l'État, le quoi qu'il en coûte, les locataires n'ont pas beaucoup bénéficié du quoi qu'on en coûte, hein. Les entreprises en ont bénéficié, les salariés en ont bénéficié avec le maintien notamment Des salaires. des salaires, avec le chômage partiel. Mais les locataires, finalement, le quoi qu'on en coûte, ils n'ont pas vu passer, quoi. Voilà. J'ai une dernière question pour toi, Eddy. La CNL fait le pari de la co-construction, les habitants étant eux-mêmes des experts, les experts du logement, et puis ce sont aussi eux qui vivent de plein fouet les évolutions sociétales, les compositions familiales qui sont de plus en plus diverses, et donc les espaces d'habitation évoluent. C'est une idée pour se faire plaisir ou ça existe vraiment la co-construction, la politique, la manière dont on pense la politique du logement? Et nous, on est toujours audacieux et ambitieux à la CNL. Et en fait, on veut monter, en fait, pour l'année prochaine, une interpellation forte des candidats, par le biais de ce qu'on appellera des états généraux du logement. Parce que quand il y a un problème, ça s'est passé comme ça pendant la Révolution, il y avait un gros problème, donc on a réuni les états généraux. Alors évidemment, on ne pourra pas réunir tous les délégations de population dans tous les territoires, mais l'avantage qu'on a à la CNL, c'est qu'on a des fédérations dans 85, 86 départements. Département? Donc ça veut dire qu'on est quand même au cœur des territoires et au cœur des cages d'escalier. Et ce qu'on veut, nous, c'est que on va lancer donc un questionnaire, euh, une façon pour nos militants d'aller à la rencontre aussi des habitants pour leur demander ce qu'ils veulent. Hmm. Et on va essayer de réunir tout ce ruisseau de demandes, d'informations, de propositions dans des cahiers des doléances pour les porter aux candidats qui voudront bien venir aux États généraux au mois de mars l'année prochaine. Parce que je pense que c'est important. Il faut arrêter de penser pour les gens. Il faut que les gens ils puissent s'investir. Et c'est un message aussi que je leur fais, c'est investissez-vous, mobilisez-vous. Par exemple, contre les loyers chers, les Allemands, ils ont été dans la rue des millions à Berlin. Et nous, on a un peu de mal aussi à mobiliser les locataires qui, quelquefois, sont un peu assommés par le poids de la quittance et qui vivent ça comme une contrainte, une fatalité. Mais il n'y a pas de fatalité. Il faut se mobiliser pour gagner, il faut se mobiliser ensemble. Eh ben, on suivra ça avec attention et on se donne rendez-vous en mars prochain pour avoir les conclusions, le rendu justement de cette collecte d'informations de la part des habitants. Merci à toi Tout à d'être venu jusqu'à fait. nous. À bientôt.